looking for his first hit of the year. He drives one, deep left field. That goes Upton, back near the wall. It's out of here! Bartolo has done it! Here's a ground ball right side, could do it. The Houston Astros are world champions for the first time in franchise history. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce podcast The Strikeout. Je suis Marion, l'une des plumes du site, et je suis vraiment ravie de vous retrouver. C'est notre deuxième émission de 2018. On va faire le point sur les dernières semaines de compétition MLB. On s'approche tout doucement du All-Star Break. Alors, les tendances commencent à se dessiner, donc on va analyser tout ça. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis d'abord entourée de Martin, qui a eu la gentillesse de me prêter son siège de présentateur. Martin, bonjour. Je pense que ton mois de juin se passe bien. Comme les Astros, j'imagine que tout va bien pour toi. Bah écoute, on sort d'une série de 12 victoires, donc on peut aller qu'à bien. Donc salut à tous et salut Marion. Il nous rejoint aussi pour aujourd'hui Bastien, qui vient d'assister à la démonstration de son pays d'adoption mondial. Bastien, l'Angleterre championne du monde, c'est ta préoccupation, puisque les Mets, on n'en parlera pas forcément. Donc tu te concentres sur l'Angleterre championne du monde? Alors, pour moi, la finale France-Angleterre en Coupe du Monde, c'est à peu près aussi probable qu'une victoire des Mets dans les World Series. C'est pas impossible, mais on va attendre quand même d'aller un peu plus loin dans le tournoi pour voir où on en est. Donc, pour l'instant, je reste un peu sur les deux, avec pas trop d'ambition, surtout pour les Mets. D'accord, super. On va passer au sommaire de ce podcast. On va débuter par une page sur une division très disputée, un petit peu à la surprise générale d'ailleurs, on va le voir. On va parler de la division Ouest en American League avec un passionnant duel entre les Astros, les champions en titre bien sûr, et les étonnants Mariners. L'équipe de Seattle peut-elle continuer à titiller les champions en titre? Les Angels, privés d'Ohtani, mais avec un énorme Mike Trout, sont-ils déjà hors jeu pour les playoffs? Nous verrons ça. On passera ensuite à notre rubrique coup de cœur déception, c'est-à-dire nos coups sûrs et nos golden sombreros de ces derniers jours. On évoquera ensuite un dossier qui risque d'animer les prochaines semaines en MLB. Je sais que vous adorez ça. Les trades, ça a déjà commencé, on le verra, mais ça va s'accélérer forcément. Et il y a de gros morceaux à pêcher cet été. Et puis, une nouveauté pour ce podcast, le choix des lecteurs, puisque nous vous avons soumis 3 sujets au choix. Nous avons le résultat du vote et vous découvrirez ça dans quelques instants. C'est parti, play ball. It's deflected over. Looking to play by Burley. Mercy! Wow! From the Gold Glove winner, look at this. That's as good as I have ever seen right there. Les champions en titre, les Astros, affichent un super bilan de 51 victoires, 27 défaites au moment de l'enregistrement. C'est plus de 65% de victoires. C'est comme Boston, c'est juste derrière les Yankees. Houston était d'ailleurs la première équipe avant Boston et les Yankees à arriver aux 50 victoires. C'était mercredi dernier. Ils font forcément partie des favoris pour retourner en World Series. Mais pour cela, il faut d'abord se défaire de cette conférence LL West, des surprenants Mariners, l'équipe de Seattle qui a passé quelques jours en tête de la division avant de redescendre à la 2e place, mais l'écart reste minime. 3e derrière Houston et Seattle, les Angels de Los Angeles qui restent dans la course aux playoffs, même si il faudra faire sans Ohtani probablement, mais grâce au Mike Trout, à ses performances incroyables, tout reste en jeu dans cette division. Alors les amis, le classement peut-il être remis en cause? À votre avis, les Astros sont-ils en danger? Alors, on va commencer par toi, Martin, tes Astros. Bah écoute, en danger, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est bien d'avoir un peu de compétition dans cette division. On se rappelle l'an dernier, les Astros ils caracolaient en tête, il y avait vraiment pas beaucoup de suspense. Là, au moins, les Astros vont pouvoir rester longtemps confrontés à une adversité avec ces Mariners qui sont incroyables. Et on va pouvoir comme ça bien tester justement ce bullpen qui est vraiment le point faible de Houston. Ken Giles, tout le monde commence à en avoir un peu marre du côté de Houston. Il alterne le très bon avec les performances indigestes. Et donc il y a un nouveau closer du côté de Houston, c'est Hector Rondon, l'ancien closer des Cubs. On va voir ce que ça donne. Et justement, je pense que cette adversité face aux Mariners va pouvoir tester Hector Rondon ou Ken Giles justement dans les moments un peu chauds, car on le sait, les Mariners sont les spécialistes des matchs serrés.
Donc ça ne peut être que bénéfique pour Houston. Oui, Bastien, qu'est-ce que t'en penses? Alors, on sait que là, les Mariners sont repassés deuxième, hein, ils ont souffert cette semaine, ils se sont fait sweeper par les Yankees notamment. Mais tu penses vraiment qu'ils peuvent comme ça s'accrocher jusqu'au bout? À mon avis, ils ont pas les dispositions pour rivaliser avec les Astros dans la course à la division. Maintenant, le plateau est quand même assez faible au niveau de la wildcard. Donc derrière les quatre grosses équipes, hein, donc on parle des Indians, des Astros, les Indians qui sont pas très forts mais tout seuls dans la division, les Astros, les Red Sox et les Yankees. Et les Yankees. Il n'y a pas grand monde et donc du coup c'est vrai que quand il s'agit de regarder la wildcard, ça joue entre deux. La dernière wildcard, ça se joue entre deux équipes puisque il y a une wildcard qui sera attribuée soit aux Yankees soit aux Red Sox, puisque les deux ne pourront pas finir premier évidemment. Voilà. Et que la deuxième wildcard, de ce que je vois, ça va jouer entre les Angels, les Mariners et les Athletics. Donc, puisque dans la division des Indians, c'est vraiment la catastrophe. Donc, c'est ça. Et derrière les Yankees et les Red Sox, c'est pareil. Hein, ils sont à des années-lumière. Il n'y a absolument aucune qualité. Les Blue Jays sont en reconstruction. Les Rays sont les Rays. C'est les Rays, voilà. Et puis bon, les Orioles, on va même pas en parler. Ah, donc, c'est vrai qu'il y a de la place. Maintenant, c'est assez intéressant avec les Mariners parce qu'ils sont vraiment au niveau de la rotation, ils sont vraiment exactement moyen médian. Savoir qu'ils ont le 16e ERA en général, le 17e pour les starters et le 17e pour les bullpen avec des chiffres de 4.06, 4.07, 4.04. Tu peux pas faire plus régulier. Une bonne moyenne au bâton, mais sans vraiment non plus être ils sont 3e la moyenne au bâton, donc 3e de MLB, mais sans vraiment la convertir au niveau des points marqués. Donc ils sont 12e de MLB avec 342 points. Et donc 3e avec un point 261 pour la moyenne. Mais tout ça marche bien et surtout ils ont cette capacité à gagner les matchs par un point d'écart. Ils ont un bilan cette saison de 23 victoires pour seulement 11 défaites sur les matchs joués à un point d'écart et c'est de très 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 loin le meilleur bilan dans ce domaine de toute la MLB. Et c'est là qu'ils font la différence, notamment avec leur closer Diaz dont on va parler un peu plus tard, en allant chercher toujours ce point qui fait la différence pour rester dans la course. Donc, à mon avis, c'est eux qui restent les favoris vraiment pour prendre la wildcard, à condition qu'ils réussissent à garder cette dynamique, à condition aussi que quand Robinson Cano va revenir. Ah là, ça va être le vrai souci parce qu'on rappelle, Robinson Cano, il a été suspendu pour dopage et on a appris qu'il pourrait pas disputer au post-saison. Il est à cause de cette suspension, il est interdit de post-saison. Ouais. Donc quand bien même il va faire son retour, il ne sera d'aucune aide à partir du mois d'octobre. Donc pour l'instant c'est Dee Gordon qui remplit la tâche en deuxième base. Et donc il va falloir voir comment ils vont arriver à faire re-rentrer Cano dans cet effectif que j'y trouve tourne mieux depuis que Cano est absent que depuis quand il était dans l'effectif, quoi. Donc, ça vous surprend justement, parce qu'on en avait parlé de Cano dans le podcast précédent, ça vous surprend justement qu'ils aient eu cette réaction très positive. Ils ont perdu Cano qui était un peu on va dire la star, la capitaine. Et en fait, ça ne les a pas du tout affectés. Et comme tu dis, ils ont tendance à mieux jouer maintenant. C'est une équipe très forte mentalement. On le disait avec leur victoire d'un point d'écart. C'est vraiment le mental qui a l'air de jouer en leur faveur cette saison. C'est ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, cette suspension de Cano, ça les a rassemblés. Ça a soudé une équipe. On peut même parler de points de départ puisque c'est à partir de ce moment qu'ils ont commencé à jouer dans la cour des grands, entre guillemets, à venir titiller les Astros, etc. Donc, comme le disait Bastien, ils ont Edwin Diaz qui marche sur l'eau en closer et ils sont également offerts les services d'Alex Colomé, l'ancien closer des Tampa Bay Rays. Et Colomé, c'était le recordman de save l'an passé. Donc, ils ont le reste de leur bullpen est un peu moins bon, mais ces deux garçons, c'est du top, la crème de la crème des closers et c'est aussi peut-être une des raisons. Pourquoi les Mariners sont si durs à battre dans les matchs serrés, quoi. Là, il y a aussi la révélation de Mitch Haniger cette année qui a été absolument exceptionnel. Ryan Elly qui a finalement trouvé quelqu'un pour prendre le poste de première base et y évoluer de façon assez sereine.
Segura et Gordon qui s'amusent à voler les bases et qui en ont, je crois, 19 et 14 respectivement cette année et qui permettent de faire avancer le bloc. Et donc du coup, c'est vrai que c'est pas forcément des stars comme Robinson Cano, c'est pas forcément des All-Stars, mais ça tourne et il y a quelque chose qui se passe. Après, Nelson Cruz et Kyle Seager, bien sûr, les valeurs sûres toujours. Et s'ils peuvent continuer à garder cette jolie dynamique et peut-être encore renforcer leur rotation, parce qu'à ce niveau-là, ça reste quand même friable, quoi. Hein. C'est pas la valeur sûre. Donc, s'ils peuvent renforcer cette rotation, c'est vrai qu'avec un bon starter, parce que c'est vrai que là, le meilleur IRA des 5 starters principaux est de 3,26 pour l'instant. Ouais. C'est pas énorme, quoi. On parle de 5,14 pour Félix Hernandez, de 4,11 pour Mike Leake, avec quand même 8 victoires, hein, mais c'est vraiment une histoire de solidifier tout ça et peut-être de s'améliorer en défense. Mais pour aller jusqu'en playoff, il y a la place. Bah, surtout qu'il faut se renforcer parce qu'après, dans un éventuel duel de wildcard contre soit les Red Sox, soit les Yankees, je vois pas les Mariners pouvoir aller toucher l'une des deux équipes, soit face à Luis Severino, soit face à Chris Sale. Je vois pas les Mariners parvenir à toucher. On va être très clair. Une fois arrivés contre les Yankees ou les Red Sox, ils sont à 99% morts. Même s'ils prennent Mike Trout, même s'ils prennent Kershaw, ça va quand même être difficile pour eux. Après, ça mettra fin à leur période de disette sans playoff et ça peut aussi faire un déclic. Alors que moi, dans ma prédiction d'avant-saison, je les voyais en fin de cycle, etc. Où est-ce que justement c'est le champ du signe de ce groupe, c'est le dernier baroud d'honneur avant la dispersion, c'est ce qu'on verra, quoi. Ouais, un peu l'image de Félix Hernandez, hein, qui finalement fait une saison plutôt, ça va, c'est honnête, mais voilà, est-ce que c'est sa dernière bonne saison honnête justement, ou est-ce que il peut encore durer? C'est exactement ce que tu disais. C'est peut-être la fin d'un cycle, mais s'ils réussissent à aller en post-season, pourquoi pas repartir sur de bonnes bases l'année prochaine. Bah après, parce que c'est vrai, on le disait, enfin je l'ai dit dans ma preview d'AL West. Jerry Dipoto, le general manager de Seattle, il aime bien faire des trades. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Et le farm system de Seattle, il est vraiment, vraiment à l'agonie. Et je vois, dans un futur proche, je vois pas de star émerger de ce farm system. Donc, est-ce que Seattle va vouloir continuer coûte que coûte avec ses vétérans et avec leurs vétérans à long contrat, hein, comme Cano ou comme Cruz, ou est-ce qu'ils vont vouloir repartir sur un rebuild en vendant leurs stars, notamment Robinson Cano, dont il faudra parler à la fin de la saison, voir s'il va rester ou s'ils vont s'en débarrasser. Donc en tout cas, Seattle, ça va être l'équipe à suivre de cette fin de saison et de l'intersaison qui arrive. Hein. La troisième équipe de cette Ouest, la troisième équipe forte, c'est les Angels. Alors on les attendait certes à la lutte pour les playoffs. Comment vous le voyez là? Parce que là, ils sont quand même décrochés par rapport à deux premiers. Donc, pour remonter sur les Mariners, pour éventuellement une wildcard, ça va être compliqué. Et il y a forcément le Kaotani qui se pose. Est-ce que les Angels, pour vous, sont éliminés de la course au playoff définitivement ou pas? En un seul mot, Mike Trout. Oui. Donc, on peut jamais enterrer les Angels. Et là, Mike Trout, il fait vraiment tout ce qu'il peut, tout ce qui est en son pouvoir pour porter cette équipe. Même dans les standards Mike Troutesques, il fait encore une saison incroyable. Et d'ailleurs, on a fêté son 1000e match en MLB déjà. Et ses stats sont tout simplement affolantes. En carrière, j'ai noté, il a mis 1126 coups sûrs en 1000 matchs. Donc c'est 100 de moins que Pete Rose, le recordman des hits, au même moment. Donc il est sur les traces de Pete Rose. Et il a également, en moyenne en carrière, c'est 308 de moyenne au bâton en carrière. C'est mieux que Ken Griffey Jr. à la même période. Donc ça vous place le bonhomme. Mais comme est-ce qu'il peut tout faire tout seul là? C'est ça le souci des Angels et de Mike Trout, c'est qu'il est un peu tout seul. Pourtant, ils ont sorti l'artillerie lourde pour recruter. Des Justin Upton, Diane Kinsler, etc. Après, moi, je trouve que ces Angels, ils sont pas si mauvais que ça. Au final, ils sont qu'à 5 matchs, je crois, des Mariners. Donc, ils sont pas décrochés. Et certes, ils ont perdu Ohtani, donc ça va leur faire un sacré coup. Mais il y a deux autres lanceurs qui sortent du lot. Il y a Iné, le lanceur de départ, qui a 3,43 d'IRA.
et Tyler Skaggs qui est à 2,81. Donc c'est les bonnes surprises du côté des Angels. On attendait Garrett Richards, etc. Mais ces deux petits font de travail. Donc je pense qu'ils ont une meilleure rotation que les Mariners. Après le bullpen c'est autre chose, mais je me dis qu'avec Ian Kinsler qui est en train de bien revenir dans ce mois de juin et Mike Trout qui marche sur l'eau, qui va probablement être MVP, faut pas enterrer, faut pas les enterrer ces Angels. Qu'est-ce que t'en penses toi, Bastien, de ton côté? Alors moi j'ai l'avis assez contraire sur la rotation parce que quand tu t'appuies sur Garrett Richards, Tyler Skaggs et Andrew Ines, c'est que t'as vraiment quand même pas grande qualité à te mettre sous la dent. Et ça pose problème, ça pose problème s'il s'agit de se qualifier pour la post-saison. Ensuite, évidemment, comme Martin le disait, Mike Trout, j'ai vu passer une infographie cette semaine où on le mettait clairement avec 3 ou 4 autres joueurs qui sont les seuls à pouvoir être comparés à son niveau après 1000 matchs. 1000 matchs? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et on parlait donc de Ken Griffey Jr., on parlait de Mickey Mantle et on parlait de Ancaron, ouais, c'est ça. Nos tutos nous l'ont retweeté. Donc ça résume à peu près tout. Il est capable de frapper, de voler, d'absolument tout faire. Il fait tout mieux que tout le monde. Alors que pourtant t'as Mookie Betts qui fait une saison absolument monstrueuse jusqu'à sa blessure à Boston. Mais même Mookie Betts ne peut pas être rivalisé. Il peut pas rivaliser. Personne ne peut rivaliser parce qu'il a absolument tout. Maintenant, c'est comme si tu mets Zidane dans l'équipe du Panama. Je prends le Panama parce que il jouait aujourd'hui justement, on en parlait tout à l'heure, en football. Il va pas tout changer. Il va pas faire gagner son équipe. Il va pas faire la différence. Et il peut faire gagner 1 ou 2 ou 3 matchs, mais surtout pas gagner 90. C'est ça. Mais est-ce que c'est pas un peu un des plus grands gâchis de ces dernières années parce que on l'attend en play-off quoi. Mike Trout il les a fait je crois une fois, il a dû faire les play-offs, mais je veux dire c'est incroyable d'avoir un joueur de ce talent et on est frustré quoi parce qu'on aimerait vraiment le voir dans une équipe qui peut jouer quelque chose. Est-ce que lui va pas être être très très frustré quoi. Désolé, je te coupe. J'avais fait un sondage sur notre Twitter pour savoir si nos tweetos voulaient voir Mike Trout partir ou rester, et ils sont 64% à penser qu'il doit partir. Donc ça reflète bien comme tu disais, ce sentiment de gâchis de voir ces belles années de Mike Trout du côté des Angels, lui qui a joué qu'une seule saison en playoff. C'est vraiment abyssal quoi. C'est vraiment terrible. Et ça peut rappeler. Après, sa place au Hall of Fame est déjà toute faite malgré tout. Mais on aimerait bien le voir sur la plus belle des scènes et dans les grands matchs quoi. Si ça se confirme qu'Otani joue pas l'année prochaine, je pense qu'il y aura vraiment de la remise en question quoi. Ouais. Parce que l'effectif est vieillissant également. Le farm system, c'est pas la folie. Après, est-ce qu'une offre sera un jour suffisante pour pouvoir recruter un joueur du calibre de Mike Trout? C'est ça la vraie question, quoi. À mon avis, le fait que les Angels aient fait le recrutement qu'ils ont fait, quand même, notamment les l'hiver dernier, en ramenant Pujols, Maldonado, Otani surtout, et en construisant un line-up qui quand même il y avait de la gueule sur le papier, a l'air solide sur le papier. Clairement, c'est qu'il doit y avoir une pression de Mike Trout, un peu comme Stanton aux Marlins. On ne pensait pas qu'un club, les Yankees, mais on ne pensait pas qu'un club puisse décider de prendre le contrat absolument complètement ridicule de Stanton. Et pourtant, les Yankees l'ont fait. Donc, c'est parce que les Yankees ont envoyé un émissaire au sein de l'administration des Marlins en la personne de Derek Jeter, mais oui. Mais non, mais c'est vrai que là, je vois pas qui pourrait se payer Mike Trout en fait. Donc parce que les Angels ne peuvent pas raisonnablement se dire vendre Mike Trout, tout ce qui est marketing, tout se fait autour de Mike Trout du côté des Angels. Même Marion le disait, si Otani se blesse en plus pour 1 an, c'est encore lui qui va devoir porter l'équipe, donc je les vois pas. Je sais pas encore combien de temps il est sous contrat, mais avant la fin de son contrat, je ne le vois pas partir en tout cas. Ouais, ça va être à suivre ça aussi.
l'intersaison, même dans les semaines à venir, hein, puisqu'Otani, on doit avoir des nouvelles bientôt, dans quelques semaines, puisqu'il devait être réévalué avant de prendre une décision sur opération ou non. Donc, c'est ça, exactement. On en saura plus prochainement. Alors, pour clore ce débat, je fais un petit tour de table. Donc, pour vous, pour le moment, on a Astros, Mariners, Angels. Pour vous, est-ce que ça reste comme ça? Et qui vous voyez en play-off, Bastien? Alors, pour moi, ça va rester dans le même domaine. Les Astros, de toute façon, vont monter en puissance maintenant. Ils ont des ressources. Ils sont absolument intouchables. Et puis, ils ont une rotation qui est largement au-dessus des deux autres. Les Mariners, je pense, sont plus solides collectivement. Et Mike Trout ne va pas suffire pour les Angels à tenir la route et à les faire passer devant les Mariners. Donc, je vois les Mariners en deuxième équipe des playoffs et à se faire détruire par qui sera des Yankees ou des Red Sox. Et toi, Martin? Écoute, moi je prends la grosse cote, je mets les Angels en deuxième place. Pour suivre mon pronostic de ma preview. J'aime bien cette équipe des Angels malgré tout. Je trouve que la rotation elle a plus de gueule que celle des Mariners. Il y aura le retour de leur closer Middleton du côté des Angels qui ne devrait pas tarder à revenir, donc ça va être un gros atout, et puis on en parlera peut-être plus tard, mais il se peut que nos amis de Los Angeles Angels soient très actifs cet été, donc je les vois à la deuxième place. Ouais, moi je serais plutôt de l'avis de Bastien, du coup rester sur ce classement et voir les Mariners s'approcher pour la seconde wildcard, et pareil, moi, de toute façon se faire éliminer à ce stade-là, mais je vois pas trop de changements. Et pendant qu'on parlait, là j'ai regardé, Mike Trout, il est fin de contrat, fin de saison 2020. Donc il a encore 2 ans et demi de contrat, 2019-2020. On verra l'intersaison 2019. Ça commencera à parler. Et on parle d'un contrat à 34 millions de dollars quand même, donc c'est pas n'importe quoi non plus. Tout à fait. Ben voilà, c'en est terminé donc pour notre premier débat sur cette AL West, et on passe tout de suite à la suite. On passe maintenant à une rubrique que vous connaissez, nos coups de cœur et nos coups de griffe de ces dernières semaines. On va commencer par les déceptions et on a choisi 2 joueurs, un pour chaque ligue. Tout d'abord Miguel Sano, le 3e base des Twins du Minnesota, et on parle ensuite de l'outfielder des Cardinals de Saint-Louis, Dexter Fowler, 2 anciens joueurs sélectionnés All-Star Game et qui sont très 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 loin du niveau attendu en tout cas cette saison. On commence tout de suite par Sano, et Sano, la chute, elle est brutale, hein, car Martin, Sano, il a disputé le All-Star Game il y a moins d'1 an, et Sano, tu vas nous dire où il est actuellement? Actuellement, il est en Floride, donc il est au niveau simple A des Minnesota Twins, et d'après les dernières infos que j'ai pu récolter, il ne devrait pas jouer beaucoup de matchs avec cette équipe de Ligue mineure. Le front office des Twins a préféré l'envoyer en Floride pour parfaire la condition physique du joueur, parce qu'on le rappelle, il a loupé 1 mois en début de saison de compétition pour une cause d'une blessure, ce qui peut en partie expliquer cette méforme. Donc je rappelle les stats de Miguel Sano avant qu'il soit envoyé en Ligue mineure, c'est un peu plus de 20% au bâton et seulement 7 home runs. Et c'est surtout 66 strikeouts en 37 matchs. Donc on voit bien là le manque de rythme de ce joueur. Et plus que la méforme de Miguel Sano, j'ai envie de dire que c'est toute l'équipe des Twins qui est décevante. Ça peut en partie jouer également pour Miguel Sano. Il est moins bien entouré que la saison précédente. Donc je pense que c'est un peu un tout, et Miguel Sano c'est un peu la victime, on va dire, de ce début de saison un peu difficile des Minnesota Twins. En plus on va rajouter qu'il a une enquête pour agression sexuelle également sur lui. Donc la MLB a décidé de ne pas le condamner pour cela, à contrario de Roberto Osuna, le closer des Blue Jays, qui a été condamné par la MLB. Miguel Osuna n'a pas été condamné par la Ligue, mais il reste sous une enquête fédérale, donc c'est encore loin d'être joué. Donc je pense que c'est un peu tous ces facteurs qui jouent sur la méforme de Miguel Sano. Donc je pense que là son petit voyage en Floride va lui permettre de retravailler sa forme, et pour qu'il revienne un peu plus fort
à l'avenir. Et j'aimerais finir. Il a 25 ans, voilà, ça reste un jeune joueur. Hein. C'est le point que j'allais terminer, c'est que faut pas oublier, c'est qu'il n'a que 25 ans et qu'il est déjà censé être le maillon fort de ces Minnesota Twins. Donc c'est tous ces points, donc la blessure, cette enquête et l'équipe qui va pas bien, ça fait beaucoup pour un joueur de 25 ans qui doit se sentir un peu seul dans le marasme des Twins. Mais c'est vrai qu'il est vraiment très 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 loin de son niveau d'au moins l'année dernière, quoi. Bastien, tu veux rajouter un petit mot sur Sano ? Non, je pense que Martin a tout dit. Pas au niveau sportivement, pas au niveau physiquement, et bon. La tête ailleurs, quoi. Il s'est attiré des ennuis. Voilà, on peut pas. On va respecter la présomption d'innocence, mais en général, il n'y a pas de fumée sans feu dans ces affaires-là, qui arrivent beaucoup trop souvent parmi les stars de MLB d'ailleurs. Mais donc du coup, c'est vrai qu'on va voir s'il revient. De toute façon, il reviendra, je pense, d'ici le All-Star break ou juste après. Maintenant, sa saison est déjà plus ou moins en échec et on verra pour lui en attendant l'année prochaine. Voir s'il reste chez les Twins. Après, avec son enquête, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de prétendants, mais je le vois bien revenir tranquillement avant la fin du mois d'août et qui revienne dans les clous, qui nous fasse une saison à 26% au bâton. Ça sera déjà très bien pour cette saison tronquée, quoi. D'accord, ouais, parce que donc Sano, il était donc All-Star Game l'année dernière, il avait même disputé le Home Run Derby, hein, parce c'était 28 home runs l'année dernière sur la saison. Comme tu l'as dit, cette année c'est 7, donc c'est... Au pic de sa forme, c'est un joueur très très intéressant, Miguel Sano, là il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est la saison est difficile. Hein. Alors on va parler du deuxième joueur. Alors on parlait d'une moyenne catastrophique pour Sano 203. Je pense que le cas suivant dont Bastien va nous parler, c'est effarant. On va changer de ligue. On va parler tout de suite de Dexter Fowler. Alors Dexter Fowler, juste pour situer, il a remporté les World Series en 2016 avec les Cubs. Il a signé dans la foulée chez les Cardinals. Et donc depuis, on se demande un peu ce qu'il est devenu ce bon Dexter. Je disais. J'avais une réflexion, à part le style et avec ses chaussettes remontées et tout ça, j'adore son style. Mais alors, par contre, son jeu, je sais pas où il est passé. Bastien, est-ce que tu as vu le jeu de Dexter Fowler récemment? Alors, on va d'abord juste reparler du contrat. On parle quand même d'un contrat de 5 ans et 85 millions signé avec les Cardinals juste après les World Series en 2016, donc quand il était champion. Et déjà, à ce moment-là, il avait un peu de mal au bâton quand même sur sa fin de cycle avec les Cubs. Et notamment pendant la post-saison, son travail sur l'outfield, son travail défensif était loué par tout le monde. Et c'est la seule raison pour laquelle il est resté dans le line-up. Mais il était incapable de toucher la balle. Son jeu, depuis qu'il est arrivé à Saint-Louis, et surtout cette année, on parle maintenant d'une moyenne au bâton de 163. Donc 16% au bâton sur 62 matchs cette saison. C'est la pire moyenne de tous les joueurs qui ont suffisamment de at-bats pour être pris en compte dans les statistiques officielles. Il a pour l'instant 5 home runs et 20 points produits donc sur la saison pour 50 strikeouts. Et il avance plus du tout. Et même au niveau défensif, ce qui a toujours été donc son point fort, dont j'en parlais à l'instant, il a déjà 4 erreurs cette saison. Si on compare, il en a fait une seule l'an dernier et il n'en a pas fait autant sur toute une saison depuis 2014, quand il jouait chez les Astros, qui, je crois, cette année-là, devait être tout au fond de l'American. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Mais ouais, donc, on disait 163, ça serait mal. 163, c'est dingue de dire ça, et il est toujours là, il a pas joué, je crois, il a pas joué hier et, au moment de l'enregistrement, il joue un petit peu moins, j'ai l'impression, ces derniers jours, mais un joueur qui a une moyenne de 163, on se demande même encore comment il est dans le line-up en MLB, en fait. Après, comme disait, vas-y Bastien, vas-y. Il n'a plus vraiment la fameuse plus-value défensive qu'il a pu avoir dans le passé. Il a joué en effet quelques matchs cette semaine pour finir par 3 strikeouts et un walk sur son dernier match en 4 apparitions au bâton. Donc c'est la panique pour lui. Il y a absolument plus rien. Ouais, non, mais moi je voulais aussi rajouter que on pouvait le garder dans l'alignement car il avait toujours un OBP très très conséquent pour un joueur. On le rappelle, il joue lead-off
Et donc en carrière, c'était 36%. Il montait en base à 36%. Et là, il n'est qu'à seulement 27% en OBP. Donc même dans cette catégorie où il est censé être un atout indéniable, il est en baisse. Donc là, c'est vraiment j'ai pas envie de dire ça, mais j'ai l'impression que c'est quand même la fin de Dexter Fowler, quoi. Il a 32 ans, Dexter Fowler. Autant on parlait de Sano, c'est un jeune joueur et il peut largement rebondir. Dexter Fowler, c'est 32 ans. Et donc, on le disait que son gros contrat, il est engagé jusqu'à la saison 2021. Jusqu'à la fin de saison 2021. Est-ce que les Cardinals peuvent se permettre de le garder encore longtemps à ce niveau-là, en tout cas? Alors, ça parle déjà de le laisser partir, de le trader pour le plus offrant. Maintenant, est-ce qu'une franchise a vraiment envie de prendre le contrat de Dexter Fowler, donc de 85 millions sur 5 ans, ça va faire du 17 millions par an à peu près, ouais, c'est ça. Ça. 16,50 pour être est. Voilà. Qui a envie de payer ce salaire-là à quelqu'un qui n'avance plus, 163 au bâton? Qui a un OPS donc de 537, un point 537 par rapport à 782 en carrière. Donc là aussi, ça doit être le pire de MLB. Je suis pas complètement sûr. Il y aura sûrement des clubs qui vont penser pouvoir le relancer et le remettre en scène. On sait jamais, un changement de scénario avec les joueurs de MLB, ça peut peut-être être la solution pour Dexter Fowler, mais encore faut-il, comme tu le disais, trouver quelqu'un qui soit prêt à prendre le pari. Après, moi je pense que ça peut être une bonne présence dans un vestiaire pour un club en reconstruction. Tu l'as dit, il a joué à Houston en 2014 justement quand le club était en train de se reconstruire, et ça a été un bon transfert après à Chicago de Houston. Donc un club peut tenter le pari, de voir s'il réagit, et puis de le tenter s'il va mieux, de le retrade à l'avenir contre quelques prospects, quoi. Je pense que c'est le seul moyen qu'il a pour continuer à jouer. Il faut vraiment qu'il parte de Saint-Louis, puisque depuis qu'il est arrivé à Saint-Louis, c'est vraiment la catastrophe. En moyenne, en 2 saisons à Saint-Louis, c'est 23% sa moyenne au bâton, hein. Donc c'est très 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 loin de ses standards, quoi. C'est bon pour le dossier Fowler, donc à suivre, hein. On parlait, Bastien, tu parlais des trades, ça sera peut-être un des noms qui sera évoqué ces prochaines semaines, mais en tout cas, il faut absolument qu'il prouve quelque chose là d'ici justement la trade deadline pour atterrir dans un club avec quelques ambitions. Deep to left field, going back Cabrera, looking up, see ya, he's done it, home run number 50, no rookie has ever hit 50 home runs in a season, till Aaron Judge right now. Autrement, on va parler, après avoir parlé de nos déceptions, heureusement, il y a beaucoup de belles choses qui se passent en MLB. On avait envie d'évoquer aujourd'hui le cas des closers, plein de closers qui explosent cette saison, qui ont des super résultats. On avait envie de les mettre en avant parce qu'on n'en parle pas forcément beaucoup. On va essayer de vous parler de quelques noms un petit peu plus discrets que les Chapman et compagnie qu'on connaît déjà. Bastien, toi, tu avais envie de revenir sur un trade qui a changé la vie un petit peu de 2 clubs récemment. C'est ça, c'est le trade de l'an dernier, donc l'été dernier, de Doolittle et Matson contre Blake Treinen, qui était en perdition complètement en compagnie du bullpen des Nationals l'an dernier, notamment Sean Doolittle qui n'était même pas closer donc chez les Athletics, mais qui faisait son petit bonhomme de chemin. Treinen est parti donc chez les Athletics, et cette année c'est pas loin d'être un des meilleurs closers de la ligue. Alors quand on sait que l'an dernier il avait un ERA de 5,73, qu'il en était à, je crois, déjà 2 ou 3 sabotages sur 5 possibilités, et qu'en gros tout ce qui touchait se transformait en problème, en souci pour les Nationals. Il n'était pas seul responsable, évidemment. On se souvient de tout. Le bullpen des Nationals était vraiment à la dérive l'an dernier. Voilà, jusqu'aux arrivées de Doolittle et Matson notamment. Et donc du coup cette année, Treinen il a un ERA de 0.98 pour les Athletics. Il a déjà 17 saves.
et tout se passe à la perfection. Il a un whip de 0,90 également. Tout se passe à la perfection pour lui et du coup, il fait partie de ces quelques joueurs notamment du bullpen, qui permettent aux Athletics de rester dans la course à la wildcard. Alors si vous voulez quelque chose d'inattendu, ça c'était vraiment inattendu parce que les Athletics, on les voyait vraiment dès le début à jouer la cuillère de bois avec les Rangers. Et en quelques mots, tu peux nous dire que du côté de Doolittle aussi, c'est vraiment un trade qui a profité aux deux équipes parce que Doolittle, il s'est imposé comme un super bon closer à Washington. Voilà, c'est ça. Doolittle, c'est vrai qu'avec les Nationals, donc il a pris le rôle de closer donc depuis la saison dernière déjà, il me semble, en fin de saison. Et maintenant, cette année, il en est à 20 saves déjà sur la saison, donc ça doit être un des 3 meilleurs à ce niveau-là. Un ERA de 1,65. Et il est vraiment partie intégrante du beau parcours, du fait que les Nationals aient réussi à surnager et à rester dans la course malgré leur vraiment mauvais départ au mois d'avril. Et il fait partie de cet effort des Nationals pour repartir à la place qui devrait être la leur, parce que je vois pas du tout les Braves rester en place toute la saison et aller se qualifier tranquillement pour la post-saison. C'est vrai qu'il a vraiment bien stabilisé ce bullpen. Hein. L'année dernière, à la même période, les Nationals, ils ont beaucoup bougé. Ils ont fait ramener le closer des Twins, Kinsler. Ils ont ramené Madson et Doolittle. Donc, ils ont vraiment. C'était vraiment enfin, tu vas pouvoir me dire, Marion, toi qui suis des Washington de près. C'était vraiment une nécessité de recruter des closers et Doolittle s'est imposé et arrive à résister à la pression du poste de closer, parce qu'on le rappelle, je pense que le poste de closer c'est le rôle le plus difficile pour un joueur en MLB. Donc il a un IRA de 1,65 et pour revenir sur ce que disait Bastien, avec 20 saves, c'est le 6e meilleur total de saves de la MLB. Donc c'est vraiment une superbe pioche pour Washington. Ouais, c'est sûr qu'il s'est vraiment imposé dans les tout meilleurs. Doolittle, c'est 3 bébés depuis le début de la saison. Il a lancé 32 manches, il a 3 bébés. Il a une whip ridicule de 0,55. Ouais, c'est vraiment du top niveau. Pour nos auditeurs, je vais rajouter le whip pour nos auditeurs, peut-être pas au courant. Le whip, c'est le nombre de coups sûrs qu'un lanceur concède par manche lancée. Donc, en gros, plus le chiffre est bas et mieux c'est. Mieux c'est, voilà. Ça se rapproche de 0 et mieux c'est. Voilà. Exactement. Et donc, Doolittle, c'est le 0,55, c'est le plus petit. Pour comparaison, Chapman est à 0,86, Kimbrel est à 0,87. Donc, ça prouve que Doolittle est vraiment impressionnant dans ce rôle. C'est parfait. Donc, vraiment un trade qui a profité aux deux équipes, comme Bastien nous l'expliquait. Donc là, c'était réussite totale. Moi, je vais juste ajouter, enfin pas ajouter, mais parler de Diaz. On en a parlé vite fait tout à l'heure à propos des Mariners. Diaz, Edwin Diaz, c'est le meilleur closer pour le moment en nombre de saves sur la saison. C'est 27 saves. Diaz, c'est un tout jeune joueur. Il a que 24 ans. Il a une saison et demie dans les jambes avant d'entamer celle-ci. Et c'est un peu une surprise de le retrouver aussi haut. Et c'est en grande partie, je sais plus si c'est toi, Martin ou Bastien qui disait ça, c'est en grande partie grâce à lui que les Mariners sont si hauts cette saison. Parce que les matchs serrés dont on parlait et qui sont la force de Seattle, c'est grâce à lui que les matchs serrés Seattle les remportent. L'année dernière, Diaz, il a fait 90 strikeouts sur toute la saison et cette année, il en est déjà à 64. 64, on n'est même pas au All-Star break, donc c'est vraiment l'explosion totale pour ce closer. Donc vraiment, moi, c'est un peu mon coup de cœur, on va dire, des closers, mais il y en a beaucoup qui s'illustrent cette saison, en tout cas. Ah oui, c'est fou que, cette saison, après, il y a les indéboulonnables, comme je les les appelle. Chapman, Kimbrel, là, on n'en parle Davis, pas. Voilà, ça, c'est la valeur sûre. On n'en parle pas, mais ils sont toujours au top, à part Davis qui connaît une petite période difficile, mais bon, c'est normal, il joue dans le stade de Colorado. Mais là, je regardais dans les statistiques des saves, il y a le closer de Détroit, c'est Green qui est 7e. Il y a le closer de Texas, c'est Keon Kela qui est 9e en termes de nombre de sauvetages. Donc c'est vrai qu'on assiste à des closers qui sont un peu dans l'ombre de nos stars, mais qui sont pas pour le moins efficaces. Donc c'est beau de voir aussi un peu de renouvellement dans ce domaine et ça attire beaucoup d'attention, quoi.
Et toi, tu veux nous parler justement d'un de ces closers dont on ne parle pas beaucoup parce qu'il joue dans une équipe dont on ne parle pas beaucoup parce qu'elle est loin de la course au play-off. C'est exactement ça. Donc moi, c'est mon petit chouchou, on va dire. J'ai bondi dessus dans ma fantasy pour l'obtenir. C'est Brad Hand. Donc c'est le closer de San Diego. Tu le disais donc dans l'anonymat le plus complet du côté des Padres, mais il présente un IRA de 2,37, 21 sauvetages. Il a un whip de 0,95, donc c'est largement convenable. C'est vraiment un joueur un parcours atypique parce qu'il a commencé du côté des Marlins en tant que lanceur de départ et c'était vraiment catastrophique. Son début de carrière en lanceur de départ, c'est 4,71 d'IRA en 4 ans du côté des Marlins, donc on est loin d'un lanceur dominant, mais il a été libéré par Miami, il a été récupéré par San Diego, donc pour rien. Et depuis qu'il est arrivé à San Diego, il écrase tout sur son chemin. Il est le closer depuis le All-Star Game de l'année dernière. Et il est vraiment impressionnant. Et ce qui est, je trouve, le plus fort avec lui, c'est que son manager n'hésite pas à le faire rentrer dans les moments chauds, dans les moments clés du match, c'est-à-dire par exemple quand il y a les bases pleines ou 2 coureurs sur base, mais que ça soit en 6e ou en 7e manche. Donc parfois Brad Hand peut être un peu surutilisé par ses Padres et donc il peut manquer des solutions de sauvetage. Il pourrait être facilement à 26 ou 27 à les titiller Diaz en termes de sauvetage, mais les Padres n'hésitent pas à l'utiliser, quoi. Donc c'est vraiment un des closers à suivre du côté de la MLB cette saison et surtout cet été, puisqu'il est dans les petits papiers de beaucoup d'équipes. Ouais, bah c'est bien de mettre en avant des joueurs dont on ne parle pas beaucoup. C'est bien, j'espère qu'on vous en a fait découvrir quelques-uns et que vous allez les suivre pour cette fin de saison. Et du coup, on parlait de Hand des Padres, et ben on va en reparler dans quelques instants avec notre nouvelle rubrique. One out, the pitch. Swing and a long drive, deep to right, going, goodbye! He has done it! He has changed the game of the night with one swing of his bat! La rubrique suivante, maintenant, on va s'intéresser à la période des transferts. Ça va drôlement s'agiter dans les jours qui viennent. Il y a eu un premier gros trade cette saison. On parlait des closers et des lanceurs de relève tout à l'heure. Il y a Kelvin Herrera, des Royals, qui est parti pour les Nationals il y a quelques jours. Ça va beaucoup s'accélérer dans les jours à venir. On rappelle que la période limite pour qu'un joueur après puisse participer au post-season, c'est le 31 juillet, ce qu'on appelle la fameuse trade deadline, le 31 juillet. Donc forcément autour du All-Star Game, il y a toujours beaucoup d'agitation. Et Martin, tu nous avais fait un article sur le site déjà à propos des trades potentiels. Donc tu t'étais déjà intéressé à la chose il y a quelques semaines, mais depuis ça a bougé et ça va bouger. Et tu vas nous reparler tout de suite d'un joueur dont on a parlé il y a quelques secondes. Oui, exactement. C'est Brad Hand, le closer de San Diego. Je l'ai dit, qui est impressionnant cette saison. Et c'est tout naturellement donc qu'il est dans le petit papier de pas mal d'équipes. Notamment des Astros, parce que Brad Hand, outre le fait d'être un closer redoutable, est également un lanceur gaucher. Et on le sait, depuis de nombreuses saisons, le point faible de Houston, c'est les lanceurs de relève gauchers. Donc Brad Hand serait la solution parfaite pour Houston. Après, les Padres sont très très gourmands, on le sait, pour les trades. Donc à voir, surtout que San Diego est en train de renifler la post-saison. Ils sont pas si loin, donc c'est pas sûr qu'ils soient prêts à laisser partir un de leurs joueurs. Mais Brad Hand est définitivement un des joueurs à suivre, tout comme Raisel Iglesias, des Reds, qui est sur les petits papiers de Cleveland. J'avais dit qu'Herrera, partirait à Cleveland. Il est finalement parti chez les Nationals, mais Cleveland doit absolument se renforcer dans le bullpen. C'est le 3e pire bullpen de MLB en termes d'IRA, avec une moyenne de 5,36. Donc on est très 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 loin du Cleveland dominateur d'Andrew Miller et Cody Allen. Donc je pense que nos amis de Cleveland vont être très très actifs pour le bullpen. Donc concernant Cleveland, il y a des noms comme Treinen, Green et donc Iglesias seraient les principales pistes de Cleveland. Oui, il y a beaucoup de lanceurs qui risquent de bouger. On rappelle souvent
la trade deadline, il y a pas mal d'équipes qui sont en lutte pour les playoffs et le titre, qui aiment bien récupérer un lanceur qui dans son club actuel ne joue rien et puis le faire jouer sur 3-4 mois. C'est vraiment la période Ouais, c'est clé. ce qu'on appelle les rentals entre guillemets. Donc c'est souvent des joueurs qui sont en fin de contrat à la fin de l'année dans des équipes qui ne jouent plus rien et qui vont pour 3 mois dans une équipe qui joue les playoffs. Donc l'année dernière, le plus gros exemple, c'était J.D. Martinez de Tigers, qui a filé du côté de l'Arizona et qui a tout explosé du côté de l'Arizona avant de rejoindre les Red Sox cet hiver. On parlait de N d'Iglesias, il y a un dossier dont il ne peut pas passer à côté, surtout Bastien, j'imagine. C'est de guetter ce qui va se passer du côté des Mets. On sait qu'ils sont hors course là pour la post-season cette année. Et leurs deux stars des lanceurs, là, DeGrom et Syndergaard, ça va bouger ou non, mais en tout cas, ce sont deux noms qui forcément vont faire parler ces prochains jours, ces prochaines semaines. C'est surtout c'est les deux grosses valeurs de trade des Mets qui ont plus grand chose dans le farm system, et donc pour la reconstruction, il va falloir commencer à penser à se débarrasser, à laisser partir les gros atouts. Je pense toujours pas que DeGrom et Syndergaard vont partir cette saison, même peut-être pas ni l'un ni l'autre. La tendance récente, c'est plus que Wheeler pourrait partir, donc Zach Wheeler qui n'apportera rien d'aussi puissant que pourrait apporter DeGrom ou Syndergaard au niveau du trade. Pour DeGrom, on parlait quand même au moment d'un intérêt des Yankees il y a une semaine ou deux. On parlait de Torres, Andujar et potentiellement deux des top prospects des Yankees pour que les Mets acceptent de trader DeGrom. Ça paraît cher, non? Enfin, ça paraît beaucoup les Yankees, vu la réussite d'Andujar et Torres. Est-ce que les Yankees oseraient se séparer d'eux pour DeGrom? On parle de DeGrom qui fait une saison digne d'un Ah oui, ça on est bien d'accord. Il est très très bon, mais est-ce que les Yankees oseraient, se séparer de leurs prospects? Du coup, non, parce que les dernières rumeurs, comme le disait Bastien, c'est que les Mets partiraient pour garder les deux. Donc je pense que ça a refroidi les Yankees, et je pense que les Yankees peuvent trouver des lanceurs dans leur prix. Donc comme je le disais dans mon papier de transfert, il y a Cole Hamels des Rangers qui peut être une bonne prise, mais ce qui ressort dernièrement de ce que j'ai pu récolter, ce serait le lanceur de Toronto, J.A. Happ, qui serait le lanceur le plus proche de rejoindre nos amis des Bombers. Oui, si on parlait tout à l'heure de Seattle, qui cherche aussi un ace. Il y a beaucoup d'équipes, on parlera des Brewers dans quelques instants, il y a beaucoup d'équipes haut placées qui ont besoin de lanceurs et qui vont certainement faire leur marché. Ah bah toujours, le poste de lanceur, de grand lanceur et d'ace, c'est toujours ce qui peut vous faire gagner les World Series. J'en sais quelque chose avec mes Astros, avec Justin Verlander, Justin Verlander, qui je pense est l'exemple parfait. Donc il y a pas mal de lanceurs qui sont en réussite cette saison dans des petites équipes. Par exemple, il y a Tyson Ross de San Diego également qui réalise une bonne saison, tout lui aussi dans l'anonymat le plus total. Il est sur les papiers des Dodgers. Donc il va y avoir beaucoup de mouvements cette saison, parce qu'en National League par exemple, c'est très très serré dans la course aux qualifications. Donc il y a plein d'équipes qui sont à la limite de pouvoir tenter, et qui seront donc à la recherche de ce facteur X qui pourrait les aider à franchir ce pas, quoi. Ouais, il y a Chris Archer dont on parle aussi régulièrement, même déjà l'été dernier on en parlait, il quittait Tampa Bay, il est resté à Tampa Bay, il est toujours à Tampa Bay, il est blessé en ce moment, mais ça sera aussi un des noms qui va revenir. Ah oui, son nom revient avec insistance chez tous les gros clubs. Pour l'instant, ce qui paraît la tendance, ça serait qu'il rejoigne les Brewers. Après, faut voir ce que donne sa blessure, si c'est pas trop grave. Mais c'est vrai qu'Archer a vraiment besoin lui aussi d'un changement de scénario, puisque ça fait longtemps qu'il joue à Tampa Bay, et on connaît les Rays, c'est pas la folie, c'est l'équipe des Rays. D'autres lanceurs qui pourraient bouger? Oui, toujours dans mes petites recherches, il y a Houston qui s'activerait. Donc j'avais parlé de Brad Hunt, et en solution de repli, il serait sur le lanceur des Orioles, Zach Britton. Donc Zach Britton, ça a été un grand closer dans les années 2010, mais là il sort de 2 grosses blessures.
Donc ça serait un pari tenté par le front office de Houston, à voir si ça se fait. Pour ceux qui ne le savaient pas, ils étaient à 2 doigts l'an dernier de réussir à faire venir Zach Bryton à la trade deadline. On parlait d'un échange avec 3 prospects de Houston avant que le propriétaire des Baltimore ne mette son veto pour le départ de Bryton. Donc je pense que cette saison, le propriétaire des Orioles ne va pas mettre son veto pour un départ de Zach Bryton. Ça va dégraisser sévère aux Orioles, qui réalisent une saison catastrophique. Catastrophique. Alors Brighton, oui, et il y a forcément un joueur dont on doit parler parce que c'est certainement le gros morceau de cette trade deadline qui joue aux Orioles, mais certainement plus pour longtemps. Exactement. Donc je pense que tout le monde le connaît chez nos auditeurs. C'est Manny Machado, le shortstop 3e base de Baltimore. Il fait vraiment une saison monumentale à Baltimore malgré tout. C'est vraiment le seul qui sort un peu de l'eau du marasme des Orioles. Il est sur le papier d'un peu toutes les équipes. C'est bien compréhensible vu son talent tant offensivement que défensivement. Le problème, en tout cas de Machado, moi le problème que j'ai, c'est que il va être agent libre à la fin de la saison. Et donc les clubs ne sont vraiment pas sûrs de pouvoir retenir Manny Machado la saison prochaine. Donc ça veut dire qu'il va aller dans un club là, mais il va y aller jusqu'à la fin de saison et son contrat va se terminer. Donc c'est vraiment le club, c'est un achat très ponctuel. Un club va donc devoir se séparer de prospects plutôt conséquents puisque Manny Machado cette saison c'est 30% au bâton, 19 home runs, 55 points produits, 5 bases volées. Enfin c'est complet. Et sa défense également n'est plus à faire. Il a l'avantage de jouer et 3e base et arrêt court. Donc l'équipe qui va vouloir le débourser va voir sortir les prospects, mais est-ce que ça vaut le coup de sortir les prospects pour un Manny Machado pour 3 mois et de le voir partir cet hiver? Moi je pense que oui, avec le talent de Manny Machado, je pense qu'il peut changer. Ça peut être le factor X comme on parlait tout à l'heure. Après, je sais pas ce qu'en pense Bastien, mais... Bastien, t'en penses quoi, toi? Machado, ça bouge avant la fin de son contrat ou... Pour moi, la réponse, c'est JD Martinez, qui est venu aux Diamondbacks dans exactement la même situation l'an dernier. Et on a vu comment, une fois arrivé à Phoenix, il a absolument tout détruit avec les Diamondbacks. Il leur a permis d'arriver en playoff, ouais. Playoff. Bon, après, ça s'est pas bien passé pour eux au niveau des division series contre les Dodgers, évidemment. Mais il a vraiment complètement flambé. Et c'est un peu le cas aussi de Jay Bruce qui est arrivé en trade chez les Indians. Ah, les Indians, ouais, très juste. Pareil, il fait une très belle fin de saison avant de re-signer aux Mets cette saison finalement. Et donc, il y a toujours un potentiel. C'est un prix en prospect à payer pour une franchise. Mais c'est quand même aussi un joueur qui a prouvé déjà son niveau de toute façon largement au-dessus de la mêlée et un potentiel pour une équipe qui a besoin d'un petit boost pour aller se qualifier pour la post-saison. Pour moi, une équipe comme Philadelphie, par exemple, qui incroyablement est toujours dans la course, est vraiment bien dans la course en National League East, qui a un gros pool de prospects, et qui peut se payer finalement une star en 3e base comme Machado, c'est peut-être ce genre d'équipe qu'il faudrait regarder. Surtout que je vais compléter ce que tu dis, Philadelphie pourrait en plus se permettre de s'offrir Machado en free agent à la fin de la saison parce que ils sont très très loin du salary cap, donc ils pourraient payer le prix fort en salaire Manny Machado. Donc ce serait la destination parfaite puisque il y aurait de fortes chances qu'il puisse rester du côté des Phillies cet hiver, quoi. Voilà, sachant que pour l'instant le titulaire du poste enfin Philadelphie, c'est Michael Franco, qui a un talent énorme mais qui est toujours pas capable de vraiment confirmer sa qualité. Ouais, mais en 3e c'est ça, parce que Machado il peut jouer à 3e base des shortstop, donc même en shortstop ils ont Scott Kingery qui a du mal à confirmer son talent, donc Manny Machado ce serait vraiment parfait pour eux parce qu'ils pourraient ainsi déplacer Kingery en 3e et mettre Machado en shortstop, déplacer Kingery en 3e et mettre Machado en arrêt court, donc ça serait vraiment parfait pour eux, quoi. On parlait il y a quelques semaines de Machado aux Cubs. Est-ce que ça vous paraît une rumeur? Alors là, ça serait pour jouer shortstop parce qu'on n'imagine pas que Chris Bryant lâche sa 3e base.
Est-ce que Machado aux Cubs, alors sur le papier, ça fait rêver, hein, ça replace tout de suite les Cubs dans la course au titre. Est-ce que vous pensez que ça peut se faire ou pas? Moi, je pense que ça peut se faire, mais je suis pas sûr que ça soit la priorité des Cubs. Moi, je pense qu'il faudrait plus que Chicago se concentre sur aller chercher un lanceur supplémentaire. Darvish est un peu décevant, Tyler Chatwood également. Donc après, on dit jamais non à Manny Machado, mais je suis pas sûr que le farm system puisse encore résister à un nouveau gros transfert du type Manny Machado. Moi, je suis pas fan des Cubs, mais ma préférence serait qu'ils aillent chercher un lanceur de départ pour pouvoir aller titiller la première place en NL Central, quoi. Et surtout, les Cubs ont vraiment un infield qui est bien installé, ils jouent ensemble donc depuis 2015-2016. Bryant Russell, ils sont montés ensemble, ils ont tout gagné ensemble en 3 ans. Je vois pas du tout pourquoi les Cubs iraient séparer Bryant et Russell pour rapporter quelqu'un en tant que Machado qui va venir peut-être marcher sur le plate-bande avec son ego, ouais. Seul. On parle aussi de Rizzo en première base. Enfin, toute cette bande est tellement solide. Je les vois pas la démanteler comme ça et venir poser quelqu'un qui soit juste là pour 4 mois en plus. Ça le ferait mal dans le vestiaire. On sait que Maddon c'est vraiment un magicien, donc il sait fédérer un groupe, etc. Et je le vois mal chambouler tout son groupe pour faire venir imposer un Machado. Après Machado, bien sûr, ça fait toujours la différence, mais on le sait, Maddon il donne sa préférence au groupe plus que aux individualités. Donc je pense pas que Machado va finir chez les Cubs, à moins d'un énorme retournement de situation dont la MLB a le secret, mais j'y crois pas trop, quoi. En quelques mots, un autre nom qui revient souvent, c'est assez surprenant, on pensait pas en parler pour la trade deadline, puisque c'est un joueur dont on a parlé cet hiver, qui avait re-signé son contrat, c'est Mike Moustakas, qui, on le dit sur le départ, ça vous semble prévisible? Les Kansas City Royals ont ouvert les portes des départs en vendant leur closer Herrera pour quelques cacahuètes, on va dire, puisque Washington n'a pas déboursé de gros prospects pour s'offrir Herrera. Moustakas, il fait une bonne saison, il a un peu moins de 26% au bâton, 14 home runs, 48 points produits. Personne n'a voulu prendre le pari cet hiver, mais il a signé un contrat d'1 an, Kansas City, cette saison. Moi, je le vois bien terminer soit chez les Braves, soit chez les Cards, donc c'est 2 clubs qui ont des soucis un petit peu en 3e base. Moi, je le vois bien du côté d'Atlanta. Atlanta a les prospects pour s'offrir Mike Moustakas, qui ne devrait pas coûter non plus excessivement cher. Donc moi, je pense que c'est un bon pari à prendre. Il amène un peu de puissance, il amène de la solidité défensive. Je pense que c'est un bon pari. Et puis, surtout, je pense qu'il pourrait se sentir bien à Atlanta et pourquoi pas re-signer un contrat avec eux cet hiver, quoi. Ça sera un des noms à suivre. Est-ce que vous avez d'autres noms à évoquer brièvement sur ces trades? Je pense qu'il faudra surtout suivre les D-backs durant cette intersaison. Ils vont être, selon les dernières news, ils devraient être très actifs sur le marché des transferts. Ils sont en tête de leur division NL West. Comme Bastien le disait, ils avaient eu Martinez l'année dernière. Ils savent que ça peut marcher. L'avantage c'est qu'ils sont en tête, donc ça serait direct. Ils n'auraient pas besoin de passer par une éventuelle wildcard et donc ils affronteraient pas tout de suite les Dodgers. Donc ils peuvent, du côté du front office d'Arizona, on sent qu'il y a un coup à jouer dans cette National League, donc il se peut qu'ils soient très actifs sur le marché des transferts. On parle d'un joueur de champ et d'un lanceur du côté de l'Arizona. Et donc il faudra surtout suivre du côté donc les closers, on en parlait, et du côté de la National League où, comme on le disait, c'est très très serré, donc il risque d'avoir beaucoup de mouvements dans cette division, dans cette ligue, pardonnez-moi. Ouais, je rajouterais, je rejoins Martin là-dessus. C'est vrai que c'est au niveau de la National League West qui, à mon avis, risque d'y avoir beaucoup de mouvements. Non seulement chez les Diamondbacks, mais les Dodgers vont avoir besoin de faire quelques transferts aussi pour redémarrer leur offense et peut-être renforcer leur rotation. On sait tous les soucis qu'a eu Kershaw. Il est revenu hier, mais bon, il continue à enchaîner des blessures tous les ans.
Le bullpen n'est pas forcément au niveau où il était l'an dernier en saison régulière. Et pourtant, ils sont toujours dans la course. Ils sont seulement à 2 victoires et demie d'Arizona. Ouais, ils sont à une victoire et demie d'une possible wildcard. Donc, voilà. Ils sont largement dans la course. Donc, c'est vrai qu'il faudra aussi. Et on le sait, les Dodgers aiment bien s'offrir des petites sucreries, on va dire, durant les trade deadline. Donc, pourquoi pas. Voilà. D'ailleurs, pourquoi pas Machado chez les Dodgers, hein, s'ils ont les moyens de l'attirer, parce que en troisième base, il y a Justin Turner est pas à ce niveau cette année. Mais Turner en plus, excuse-moi, ils peuvent le faire passer en première base, donc ce serait pas non plus un dramatique de faire venir Machado, quoi, parce qu'il pourrait jouer en troisième base et faire passer Turner en première, quoi. Voilà. Et sinon, c'est vrai qu'il y a de la place à ce niveau-là, au niveau de la troisième base, et c'est peut-être là aussi qu'on pourrait voir Machado. Donc, mais il faut s'attendre à des arrivées chez les Dodgers, et dans le sens inverse, à mon avis, il va falloir s'attendre à des départs chez les Giants. Même s'ils sont encore théoriquement dans la course, ce ne sera pas pour cette année à mon avis. Et je ne serais pas étonné de voir par exemple Cueto ou Samardzija s'en aller. Strickland, leur closer, Melanson. Ouais. Il y a encore quelques pions qui risquent de partir. Et à mon avis, les Giants qui sont pas partis totalement pour la reconstruction après leur saison désastreuse de l'an dernier, ça risque de se faire dans les semaines qui viennent maintenant, et je vois pas pourquoi ils s'amuseraient à essayer de ramener des éléments forts pour cette fin de saison. Ouais, en tout cas, faut s'attendre à un été très très chargé, et on vous tiendra bien sûr au courant sur nos réseaux sociaux de tout ce qui se trame dans les coulisses de la MLB. Et cette National League, on en parlait, hein, vous disiez qu'elle était très disputée, et on va rester en National League pour notre dernier sujet du jour, et c'est une nouveauté. La nouveauté de ce podcast, c'est le choix des lecteurs. Nous vous avons demandé de choisir sur les réseaux sociaux parmi 3 propositions. On vous avait proposé les Milwaukee Brewers qui sont en tête de la National League centrale, les New York Mets qui vont une nouvelle fois manquer les playoffs cette saison malheureusement, ou alors on vous proposait le All-Star Game qui arrive, qui va se passer cette saison à Washington, et vous avez choisi de parler de Milwaukee, et qui donc titillent les Cubs et qui font plus que les titiller. Ils sont devant à Chicago en ce moment sur la NL centrale. C'était le cas l'an dernier, mais cette saison, ça pourrait durer un petit peu plus longtemps. Alors Milwaukee, c'est une équipe très solide, on va le voir. Et il s'appuie tout d'abord sur 2 recrues phares de cet hiver. Et ce qu'on appelle, c'est un marché, en tout cas, qui ont bien réussi, parce que le Lorenzo Cain et Christian Yelich, c'est vraiment l'heure de star cette saison, Bastien. L'heure de star, ou au moins leurs deux joueurs cadres, parce que c'est vrai que Lorenzo Cain, évidemment, qui vient de cette fameuse équipe des Royals, finaliste en 2014 et vainqueur des World Series en 2015, Christian Yelich qui arrive de cet outfield absolument fantastique dont les Marlins n'ont jamais rien fait avec Ozuna et Stanton, et ils se sont installés rapidement dans l'outfield des Brewers, pas forcément à tout défoncer au bâton, parce que c'est pas non plus ce qu'ils font. Yelich a 9 home runs pour 31 RBI, Cain 8 home runs pour 26 RBI, mais surtout, ils font tourner la machine. Ils approchent les 300 de moyenne au bâton tous les deux. Ils approchent tous les deux les 400 de moyenne sur base. Et au final, ça permet à d'autres joueurs autour d'eux. Donc, on va parler tout à l'heure des Aguilar, des Shaw, Ryan Braun, qui est pas forcément si bon d'habitude, mais à tout le line-up de profiter de leur travail et de faire avancer la machine et de continuer à marquer les points et finalement de gagner des matchs. Donc c'est vrai que leur présence à ce niveau-là et leur présence évidemment dans le vestiaire, parce qu'ils sont reconnus comme de très bons joueurs de MLB, a permis vraiment aux Brewers de passer d'équipe dans l'ombre des Cubs à véritable prétendant à la victoire dans la division NL centrale. Martin, tu voulais parler justement d'un 3e grand bonhomme de cette saison de Milwaukee. Donc moi je voulais parler justement de Jesus Aguilar. On attendait plus Eric Thames en première base cette année après qu'il ait tout écrasé la saison dernière. Mais malheureusement il s'est blessé, c'est donc Aguilar qui en a profité pour jouer la majorité du temps en première base, et il a bien joué. Ses stats parlent pour lui, 30% au bâton, 16 home runs, 50 points produits.
Donc c'est vraiment impressionnant et il profite donc bien de la présence sur base de Kane et de Yelich. Donc puisque c'est toujours plus facile de jouer en attaque après des joueurs comme ça. Et donc il a vraiment tout écrasé. Et surtout c'est aussi lui aussi une belle histoire puisqu'il a été coupé par les Indians au début de la saison 2017. Il a donc été récupéré gratuitement par Milwaukee et depuis qu'il est arrivé à Milwaukee, il écrase tout. Hein, donc il écrase tellement tout que Milwaukee est obligé de bricoler pour pouvoir faire jouer tout le monde cette saison, puisque Eric Thames est de retour, donc on va devoir le faire jouer. Et les Brewers ont dû faire descendre en Ligue mineure Domingo Santana. Et Domingo Santana, il avait frappé 30 home runs pour les Brewers la saison passée. Donc c'est dire la confiance que cette équipe a en Jesus Aguilar pour faire descendre un jeune joueur comme Domingo Santana en Ligue mineure. Donc Jesus Aguilar, une bonne pioche pour Milwaukee. Et j'aimerais terminer pour dire que cette attaque est vraiment très très équilibrée entre vol de base. Donc il y en a 16 pour Kane, 10 pour Villar. Home run, il y en a 16 pour Aguilar, 14 pour Shaw. Et également présence sur base puisque Kane approche les 40%, Yelich les 37%. Donc c'est une attaque qui est en tout point équilibrée. C'est une très bonne nouvelle pour la suite de la compétition. Vous dites c'est une équipe très très homogène, en tout cas l'attaque, une attaque très homogène avec deux trois joueurs qui se détachent du lot parce que du côté des lanceurs à l'inverse, il n'y a pas vraiment de grandes stars. Hein. On aurait du mal à trouver l'ace des Brewers et pourtant ça fonctionne très très bien. Là aussi c'est très homogène au niveau des lanceurs. Ouais, le souci c'est que l'ace il est sur la liste des blessés depuis le début de la saison, c'est Zach Davis. Qui prend 17 victoires l'an dernier, qui fait une très belle saison. Jimmy Nelson qui gagne 12 matchs l'an dernier et pareil est sur la liste des blessés depuis le début de la saison. Et donc du coup il a fallu vraiment une rotation à part donc derrière Shea Anderson et Ulyss Chassin. Et c'est vrai que ça manque peut-être encore une fois d'une vraie star ou d'un vrai ace pour aller loin dans la post-saison. Et c'est pour ça qu'il devrait être actif. On en parlait tout à l'heure hein, sur le marché des transferts pour faire venir un joueur justement capable de porter sur un match une équipe, parce que là il y a Junior Guerra et Suter qui font des belles saisons, mais en post-saison je suis pas sûr que ça sera suffisant, malgré je crois que tu voulais en parler Marion, d'un bullpen très impressionnant. Hein. C'est ce qui les sauve d'ailleurs. Ouais, leur bullpen c'est vraiment leur grosse force. Josh Hader notamment, c'est un peu lui qui sort du lot. Il est tout simplement injouable. Hein. Josh Hader quand il est dans un grand jour, je crois qu'il a fait cette saison 8 strikeouts. Je crois il était rentré, il avait enchaîné 8 strikeouts sur 9 batteurs. Enfin c'est quelque chose d'impressionnant et les batteurs adverses ont une moyenne tout juste de 100 contre Josh Hader. Donc c'est-à-dire qu'il est infrappable en fait. On peut parler aussi du Cap Neber hein, qui est un des tout meilleurs releveurs la saison dernière et qui là aussi a été blessé cette saison. Donc on voit qu'ils ont été touchés à la fois dans leur bullpen et dans leur rotation et pourtant ils tiennent la route hein, ces Brewers. Oui, la preuve d'ailleurs c'est que il n'y a pas de closer attitré entre guillemets du côté de Milwaukee, puisque j'ai les stats. Donc Lebel il a 7 sauvetages, t'as Hader il a 6 sauvetages, on a Jeremy Jeffress qui a 3 sauvetages, Jacob Barnes qui a 2 sauvetages. Donc on n'a pas vraiment d'ange gardien comme à l'appeler nos amis québécois du côté de Milwaukee, mais ça marche puisque c'est le troisième meilleur bullpen. Le troisième meilleur bullpen de la MLB, c'est Brewers. Donc Jeremy Jeffress, j'en parlais. Lui, il a un IRA de 1,19. Jacob Barnes, il a un IRA de 1,84. Donc c'est vraiment un bullpen impressionnant. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qui permet à cette équipe de rester à flot, parce que on va pas se le cacher, leurs lanceurs de départ sont un peu loin du meilleur niveau. Donc, faudra faire attention à cette équipe de Milwaukee pour l'avenir, surtout pour les Cubs. Il va pas falloir traîner hein, du côté de Chicago, parce que Milwaukee semble bien parti pour s'emparer de la couronne en NL Central, quoi. Bastien, pour toi, est-ce qu'on peut faire un peu un parallèle entre ce qui se passe aux Mariners et ce qui se passe aux Brewers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de tête qui se dégage du côté des lanceurs, mais que c'est une équipe très très homogène en fait. Oui, on peut dire ça. Oui, c'est avec peut-être comme un avantage. Au niveau du bullpen des Brewers qui est plus complet et plus dense que celui des Mariners, ce qui peut s'arranger assez rapidement selon les trades. Mais oui, c'est un peu ça, voilà quoi. Après, c'est vrai que l'avantage qu'ont les Brewers par rapport aux Mariners, c'est
Kane et Yelich dont on parlait notamment, par exemple, ils ont vraiment une expérience qui vient se poser comme ça au milieu de l'outfield et dans le vestiaire, qui va peut-être leur permettre de pousser un peu plus loin, alors que l'expérience des Mariners, c'est plus Cruz et Seager qui sont chez les Mariners depuis la nuit des temps et qui finalement n'ont peut-être pas forcément cet œil extérieur pour venir vraiment booster l'équipe. Après, pour moi, ce serait pas du tout étonnant de voir les Mariners et les Brewers au moins en wildcard et voir peut-être les Brewers aller encore un peu plus loin parce que finalement la National League risque d'être très ouverte cette année. Il n'y a pas vraiment de gros leaders qui semblent se dégager. Bah oui, quand on sait aujourd'hui, oui, pardon, vas-y. Bah, quand on sait que Washington, par exemple, est troisième de Washington National, qui sont troisième de leur division, c'est là qu'on se rend compte que vraiment cette National League est vraiment ouverte et que, par exemple, il n'y a pas de différence entre le premier et le deuxième de chaque division. En National League, il n'y a pas plus de deux matchs d'écart. Les Philadelphie qui est deuxième est à un match et demi d'Atlanta qui est premier. Les Cubs sont à 2 victoires des Brewers et les Dodgers sont à 2 victoires et demie des D-backs. Donc vraiment tout est très 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 serré. Il n'y a pas vraiment d'équipe encore éliminée à part Cincinnati et Miami évidemment. Donc, mais ça on le savait depuis un bout de temps. Il y a peut-être les Mets qui vont bientôt rejoindre les équipes des quasi éliminés. Désolé Bastien. Mais tout le reste, ça reste très très ouvert. Chaque équipe peut encore a encore des espoirs de wildcard au minimum, quoi. Voilà. Et là, il y a 2 matchs d'écart. Tu le disais, Martin, il y a 2 matchs. La saison dernière, déjà, les Brewers, ils avaient longtemps été en tête. Ils avaient un peu près lâché à ce moment-là de la saison. D'ailleurs, avant le All-Star Game ou juste après, les Cubs étaient repassés en tête et ils avaient plus lâché. Est-ce que cette saison, ils ont moyen, les Brewers, alors peut-être grâce à un recrutement cet été, est-ce qu'ils ont vraiment moyen de rester devant? Bah, déjà, ils ont un meilleur bullpen que l'an dernier. Certes, l'an dernier, ils avaient Knebel qui marchait sur l'eau et qui amenait bien des sauvetages, mais à part lui, c'était très difficile. Là, cette saison, ils ont un bullpen plus efficace. Bastien en parlait, ils ont l'expérience de Yelich et Kane, qui sont des batteurs reconnus et craints de MLB. Donc Ryan Braun il est plus tout seul. Donc je pense que cette année ils sont bien mieux armés pour jouer des mauvais tours au Cubs, surtout s'ils parviennent à décrocher un ace ou un gros lanceur de départ durant le mercato, quoi. Et pour toi, Bastien, ouais, ça peut rester devant les Brewers là jusqu'à la fin de saison? J'ai vraiment beaucoup de mal à faire des pronostics cette année parce que si tu m'avais dit au début de saison que les Washington, les Cubs et les Dodgers pourraient ne pas aller en post-saison potentiellement, alors moi j'ai envie de dire oui parce que j'ai l'impression que les Cubs ils ont toujours pas réussi à récupérer de leur World Series, World Series en 2007. Merci, ouais. Même si l'an dernier bon ils ont réussi à se relancer en fin de saison, ça va peut-être le cas cette année. Ils ont quand même assez conséquente par rapport aux autres équipes. Ils ont quand même une qualité globale bien supérieure. Maintenant, ça va pas passer tous les ans. Donc, si les Brewers peuvent, comme le disait Martin, peuvent trouver un as et peut-être rajouter une batte ou deux performantes dans le line-up, il n'y a aucune raison que ça puisse pas se passer. Et c'est vrai qu'ils ont toutes les armes pour aller en post-saison sans aucun souci. Et toi, Marion, tu penses que Milwaukee va détrôner les Cubs? Alors, moi, je pense qu'ils ont la place. Bah, je suis d'accord avec vous. Ils ont de la place à condition peut-être de recruter quand même un lanceur cet été. On est tous d'accord parce que là-dessus. Les Cubs, ouais, on est tous d'accord là-dessus parce que les Cubs, voilà, ils vont, ça se trouve, le faire comme la saison dernière, à l'expérience, passer sur le fil et tout ça. Donc, moi, j'y crois. Ils ont une très belle équipe, mais voilà, peut-être qu'il leur manque ce petit X. plus et le facteur X. Mais en tout cas, c'est super de les voir s'accrocher aussi longtemps. J'espère qu'ils s'accrocheront plus longtemps que la saison dernière où vous avez fini par lâcher. Les Cubs avaient fini avec 6 matchs d'avance la saison dernière, mais ça avait été disputé un moment. Donc c'est à condition, voilà, je suis du même avec vous, à condition de recruter peut-être un ace. Ça peut effectivement rester devant et comme tu disais, Bastien, c'est dingue de se dire que peut-être entre les Nationals, les Dodgers et les Cubs, il y en a un de ces trois-là qui fera pas les playoffs cette saison. Et je pense qu'on est tous d'accord qu'on n'aurait jamais imaginé ça on était bien loin de penser. C'est vrai que cette National League est vraiment très 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 intéressant à suivre. Autant l'American League est intéressante parce que le nombre de talents qu'il y est impressionnant, mais les dés sont quasiment déjà jetés. Donc, alors qu'en National League,
C'est vraiment, il y a que 3 équipes qui sont déjà éliminées quasiment des post-saison. Tout le reste, toutes les autres ont un petit espoir de décrocher, pourquoi pas, une wildcard. Donc c'est vraiment la ligue à surveiller sur cette fin de saison, et à partir déjà de la trade deadline où chaque équipe devrait se battre pour savoir qui va récupérer le meilleur joueur, etc. Si une équipe va vouloir se renforcer, l'autre du coup va vouloir se renforcer également pour pas être à la traîne. Donc ça peut être un jeu de domino. Ouais, chacun, le premier qui va bouger va faire bouger tous les autres. En fait, c'est un peu ça. Exactement. Et donc ça va être très 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 intéressant à suivre. Bastien, tu veux rajouter quelque chose sur cette division? J'attends vraiment de voir la suite parce qu'il peut absolument tout se passer, de la chute de tous les géants au retour à la normale avec les Dodgers, les Nationals et les Cubs en tête. Donc on en saura un peu plus déjà après le All-Star Game au moment de la trade deadline, et puis on va espérer quand même une petite surprise ou deux. Eh ben parfait. Alors merci à nos lecteurs sur les réseaux sociaux qui ont voté pour cette première, ce show d'acteurs. On refera appel à vous pour nos prochains numéros. Donc je pense qu'on a fait le tour de l'actualité de la MLB sur ces dernières semaines. C'était le podcast numéro 2 de la saison 2018 de The Strikeouts. On revient très vite pour de nouvelles aventures, et on vous l'a dit, vous le savez, cette saison elle est passionnante. Donc continuez à nous suivre toujours aussi nombreux. Et on se retrouve très bientôt. Merci Martin, merci à Bastien. Et puis, merci Marion. Merci Marion. À très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao, ciao.